Le FBI vient d'entrer officiellement dans la traque de l'un des hommes les plus puissants de l'armée de l'air américaine. Le 27 février 2026, le major général Neil McCasland est sorti pour sa marche matinale à Albuquerque et n'a plus jamais été revu. Il n'a pas pris son téléphone, il n'a pas pris ses lunettes de vue. Il a même laissé derrière lui sa montre connectée. Mais il a emporté un revolver calibre 38 chargé. Pourquoi l'homme qui dirigeait le laboratoire de recherche le plus secret du Pentagone, l'homme censé garder les débris de Roswell, disparaîtrait-il précisément maintenant? Allait-il à la rencontre de quelqu'un, ou fuyait-il quelque chose qui l'a finalement rattrapé? La disparition de McCasland n'est pas seulement une affaire de personnes disparues. C'est la volatilisation de l'une des plus grandes bibliothèques vivantes sur la technologie non humaine de la planète. Pour comprendre le poids absolu de cette disparition, nous devons plonger dans l'esprit et le curriculum vitae de Neil McCasland. Ce n'est pas un officier de bureau ordinaire qui a passé sa carrière à signer des documents. McCasland est un ingénieur astronautique diplômé du MIT, avec un doctorat qui le place au sommet de la pyramide scientifique militaire mondiale. Avant de s'évaporer, il a occupé des postes dont la plupart des généraux ne rêvent qu'à Hollywood. Il a été le commandant de l'Air Force Research Laboratory, l'AFRL. Nous parlons du cœur technologique du Pentagone, l'endroit où des milliards de dollars disparaissent chaque année dans des projets au budget occulte, les fameux Black Budget. Sous le commandement de McCasland, l'AFRL a développé des technologies que le public civil ne verra que dans 50 ou 60 ans. Il ne gérait pas seulement des hommes, il gérait l'avenir de l'humanité. Il opérait depuis la base de Wright-Patterson, un nom qui fait frémir tout passionné d'ufologie et d'histoire militaire. Wright-Patterson n'est pas une base aérienne ordinaire dans l'Ohio. C'est l'épicentre de la mythologie ufologique militaire moderne. C'est l'endroit exact où les débris et les occupants de l'incident de Roswell ont été transportés en juillet 1947, et où, selon des documents fuités et des témoignages de transfuges, se trouve le célèbre hangar 18. McCasland n'y travaillait pas seulement. Il était le gardien suprême des secrets qui circulent dans ces hangars depuis près de 80 ans. Il connaît la physique de ce qui vole dans nos cieux mieux que quiconque. Il a vu ce que nous ne faisons que théoriser sur les forums Internet. Il a touché ce que le monde ignore même exister. La question centrale qui hante les enquêteurs est: que se passe-t-il quand l'homme qui détient les clés du coffre-fort le plus secret de la Terre décide de quitter la scène sans laisser de traces? Après sa retraite avec les plus hautes distinctions et médailles pour services distingués, McCasland s'est installé à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Mais ce n'était pas un choix basé uniquement sur le climat aride ou les paysages désertiques. Albuquerque est entouré d'une infrastructure d'intelligence et de défense colossale, un véritable labyrinthe de secrets. Nous y trouvons la base aérienne de Kirtland, les laboratoires nationaux Sandia et le laboratoire national de Los Alamos, le berceau de la bombe atomique. C'est le triangle d'or de la technologie à énergie dirigée, des armes à impulsion électromagnétique et de la propulsion avancée. Il vivait dans une maison tranquille près des Sandia Mountains, une région connue pour ses sentiers denses, ses grottes inexplorées et, curieusement, pour être un hotspot historique d'activités militaires non identifiées et d'observation de lumière défiant l'inertie. Il ressemblait à un voisin ordinaire, un grand-père retraité amateur de randonnée. Mais son passé était une bombe à retardement prête à exploser dans les archives du renseignement américain. Le nom de McCasland a fait la une des journaux mondiaux de la pire manière possible pour un homme ayant vécu dans l'ombre, par une fuite massive de données qui a ébranlé les structures du pouvoir à Washington. Dans les courriels de John Podesta, l'ancien chef de cabinet de la Maison-Blanche, publié par Wikileaks, le nom du général apparaissait dans un contexte troublant et fascinant. Le musicien et chercheur Tom DeLonge, de la To The Stars Academy, décrivait explicitement McCasland comme le « général de Wright-Patterson », le contact de haut niveau qui aidait à assembler le puzzle de la rétro-ingénierie de matériaux d'origine non humaine. Dans les registres, il est clair que McCasland n'était pas un observateur passif. Il était l'architecte d'un récit contrôlé pour révéler la vérité au public, ou peut-être pour instiller la désinformation parfaite, afin de perdre les rivaux géopolitiques. Il était le pont entre les secrets d'État les plus obscurs et l'effort civil pour démystifier les ovnis. Il savait où les corps et les débris étaient enterrés car, pendant des années,
Il était chargé de maintenir le couvercle de ce cercueil fermé à triple tour. Des documents internes suggèrent que McCasland avait un accès total aux Unacknowledged Special Access Programs, les USAPs. Ces projets sont si secrets que même le président des États-Unis n'a, parfois, pas le niveau d'accréditation nécessaire pour les connaître. Sa disparition en février 2026 survient à un moment de tension maximale. Le Congrès américain vient d'approuver de nouvelles lois de protection des lanceurs d'alerte et des décrets de déclassification totale des archives ufologiques. McCasland était la pièce vivante manquante pour confirmer les dépositions d'officiers comme David Grush, qui affirment que le gouvernement possède des engins intacts d'origine inconnue. Si McCasland parlait sous serment, le monde ne serait plus jamais le même. Analysons minutieusement la chronologie du 27 février. La fenêtre de tir est courte, précise et brutale. McCasland était chez lui ce vendredi matin. Vers 11 heures, un technicien a terminé une réparation de routine dans la maison et est parti. Selon lui, le général était calme, agissait normalement et discutait même de projets pour son jardin. Sa femme, Suzanne, est sortie peu après pour un rendez-vous médical rapide en ville. À son retour, seulement 60 minutes plus tard, la maison était plongée dans un silence de mort. Mais ce n'était pas l'absence ordinaire de quelqu'un parti faire une course. Le général, un homme de 68 ans dépendant de fortes lunettes pour presque tout, a laissé ses lunettes sur la table de la cuisine, à côté d'une tasse de café encore tiède. Il a laissé son téléphone, l'outil qu'il utilisait pour communiquer avec le haut commandement et sa famille. Il a même laissé sa montre connectée de dernière génération, empêchant toute tentative immédiate de triangulation par satellite ou GPS. Mais le détail qui glace le sang des enquêteurs du shérif et du FBI est le coffre-fort d'armes dans son bureau. Il était ouvert. McCasland, de manière délibérée, a enfilé ses lourdes chaussures de marche et n'a emporté avec lui qu'un revolver calibre 38 chargé. Il n'a pas pris d'eau pour la chaleur du désert, pas de nourriture, pas son portefeuille avec ses papiers d'identité ou ses cartes de crédit. Il est sorti comme s'il allait régler un problème immédiat, un problème physique et létal, un problème qui ne permettait l'usage d'aucune technologie pouvant être piratée ou tracée à distance. Ce comportement ne correspond pas à un enlèvement classique. Lors d'un kidnapping, la victime a rarement le temps de choisir ses chaussures et de s'armer avec précision. Cela suggère fortement que McCasland a vu quelque chose par la fenêtre, ou a reçu un avertissement par un canal à basse technologie que personne n'a encore découvert. Albuquerque est une ville ceinturée par une surveillance militaire et des radars de haute précision. Comment un général de haut rang disparaît-il en plein jour, dans une zone résidentielle, sans laisser la moindre trace sur les caméras de sécurité des voisins ou les radars de trafic? L'anomalie ici est le comportement stratégique d'un officier de contre-espionnage hautement qualifié. S'il a laissé la technologie derrière lui, c'est qu'il savait qu'elle serait utilisée comme une laisse pour le retrouver. Il voulait devenir invisible sur le spectre électromagnétique. Mais la question qui résonne dans les montagnes est « invisible pour qui ?» Pour le gouvernement qu'il a servi avec distinction pendant 40 ans, ou pour une force qu'il a découverte en surveillant les secrets les plus profonds de Wright-Patterson. 3 hypothèses sombres circulent dans les coulisses de Washington. La première est la suppression de témoins. Avec l'étau du Congrès qui se resserre, McCasland aurait pu être assigné à témoigner. Il était un témoin oculaire de ce que le Pentagone a nié pendant des décennies sous le sceau du top secret. Quelqu'un au sein du complexe militaro-industriel, les fameux Legacy Programmes, a peut-être décidé que le risque de sa parole était supérieur au risque politique de sa disparition. La deuxième théorie est l'extraction d'actifs. En termes de renseignement, quand une source vitale est en danger imminent ou sur le point de faire défection, elle est extraite de la réalité commune. McCasland a pu être emmené dans une installation souterraine ultra secrète, comme le complexe de Manzano, creusé dans la montagne, pour protéger ses connaissances techniques irremplaçables. Si le gouvernement perd le contrôle du récit ufologique, il est l'atout humain qu'ils doivent maintenir en isolation absolue. Et la troisième hypothèse, peut-être la plus perturbante, est que Neil McCasland a décidé de disparaître par lui-même. En maître de la stratégie et de l'évasion, il a pu percevoir que sa vie avait une date d'expiration courte s'il restait chez lui.
L'usage du revolver indique qu'il s'attendait à une résistance physique réelle, un face-à-face. Peut-être ne fuyait-il pas des hommes ordinaires, mais un système qu'il a lui-même aidé à bâtir et qui se retournait contre lui comme une bête traquée. Le fait que le FBI ait repris l'affaire en moins de 48 heures, outrepassant les protocoles standards, prouve qu'il ne s'agit pas d'un vieil homme égaré en randonnée. C'est une crise de sécurité nationale d'une ampleur épique. Les recherches dans les Sandia Mountains ont été massives. Les chiens de recherche d'élite, des capteurs thermiques de pointe et des drones à radar de pénétration de sol ont été déployés. Résultat, le vide absolu. Aucune trace de chaleur, aucun ADN, aucun signe de lutte. C'est comme s'il était entré dans un portail ou un angle mort prédéterminé de la surveillance globale. La disparition de Neil McCasland est l'événement le plus significatif de l'ufologie militaire de cette décennie. Nous ne parlons plus de lumière tremblante sur un smartphone. Nous parlons de la volatilisation physique de l'une des clés humaines du secret le mieux gardé au monde. Si un major général, avec un tel curriculum et une telle protection étatique, peut simplement s'évaporer un vendredi matin sous le soleil du Nouveau-Mexique, aucun de nous n'est réellement en sécurité avec ce qu'il sait. Que s'est-il passé durant cette heure critique à Albuquerque? A-t-il été réduit au silence par le système qu'il a juré de protéger? Ou a-t-il finalement franchi la ligne vers l'autre côté de la vérité? La vérité sur ce que McCasland gardait dans les coffres de Wright-Patterson est peut-être partie avec lui dans la tombe, ou dans un lieu hors de notre juridiction. Mais le vide qu'il laisse attire désormais tous les regards du monde vers le désert. L'histoire de McCasland est un rappel brutal. Au sommet du pouvoir, l'information est la monnaie la plus chère, et le rendu se paie souvent de sa propre existence. Laissez votre théorie en commentaire. Croyez-vous à une suppression chirurgicale ou à une fuite planifiée vers l'inconnu? Pensez-vous qu'il est encore sur cette planète? C'est un dossier qui s'écrit en temps réel. Pour comprendre ce que le système tente de cacher et ne rien manquer de la suite, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, nous ne nous contentons pas de la version officielle. Nous creusons là où les autres ont peur de regarder. La suite au prochain dossier.